Дуже голод був страшний. Що в людей там трошки було, вони все викачали, забрали в людей. Що буде їсти? Нічого ж нема. Самий старший Коля, Ваня, Йосип, Гріша і Мітя. Це стільки у мене братиків було. І я осталася одна. Кожну хату ходили шукати, шпигали, скрізь в землю, скрізь не закопали. А як найде там у горшку, що сховали, витягає і висипає його, і все, а ти здихай навіть і зараз, здихай. Отаке було. Я ж кажу, я пам'ятаю все, але що вже. L'Ukraine, appelée le grenier à blé de l'Europe, va être condamnée par le régime communiste de Staline à mourir de faim. Le pic de cette famine artificielle se situe pendant les années 1932-1933. C'est le Holodomor. Le sujet du Holodomor est très complexe, difficile, mais nous devons donner la réponse aux questions qui se posent. Et le plus important est de savoir pourquoi, en temps de paix, en 1932-1933, des millions de personnes sont mortes en Ukraine. Je le répète, en temps de paix. Les frontières ukrainiennes des années 30 sont alors différentes de celles d'aujourd'hui. L'ouest de l'Ukraine, appartenant à l'époque à la Pologne, n'a pas subi cette famine. Le sud, le centre et le nord-est ont été, elles, les régions les plus touchées. Le village de Sobolivka a perdu un quart de sa population pendant le Holodomor. Au début du XXe siècle, la campagne ukrainienne est structurée en parcelles individuelles. Chaque paysan est maître de sa ferme. Maria, une survivante du Holodomor, se souvient de ce temps-là. Туди за селом, між двома селами, був наш хутір такий. Дві хати, дідова і батькова хата. Величезний садок був. І ми там жили, господарювали, мали коні, там 2 корови, якісь вівці, там свині. І садок був дуже гарний. Ну, жили свого господарства. Dans la Russie impériale, un koulak était un paysan devenu indépendant qui avait pu s'enrichir. En Ukraine, le régime soviétique désigne par ce terme le paysan qui refuse la collectivisation. Celui qui a une vache et quelques brebis ou possède quelques acres de plus que son voisin peut être désigné comme koulak. Une guerre de classe est alors déclarée. Les paysans en Ukraine ne connaissaient pas la collectivité. Les paysans ukrainiens étaient de très bons cultivateurs qui appréciaient de travailler librement sur leurs terres. Alors que les paysans russes, eux, étaient déjà dans des communautés avant la Révolution. Ils étaient habitués au travail collectif. Et pour eux, les kolkhozes n'étaient pas aussi mauvais que pour les paysans ukrainiens. Le processus de collectivisation, en tant que tel, a été extrêmement douloureux pour les paysans. En 1930, il a commencé par la dékoulakisation. Un certain nombre d'exploitations ont été détruites par l'État. Et les paysans ont été envoyés au-delà de l'Oural. En fait, ils ont été déportés. Les paysans, bien évidemment, avaient peur de la déportation. Ils s'inscrivaient dans les kolkhozes.
Mais lorsqu'ils ont vu qu'on leur prenait leurs vaches, leurs chèvres, alors ils se sont soulevés comme un seul homme, sans aucune organisation. En février, mars, avril 1930, toute l'Ukraine rurale s'était soulevée. Ils sortaient dans les rues armés de fourches et de faux et ils chassaient les miliciens. Les paysans ont aussi adopté une autre forme de protestation qui consistait à abattre leur propre bétail pour ne pas le donner aux kolkhozes. Au cours de l'affrontement de 1929-1931 en Ukraine, et en particulier en Podolie, a eu lieu une véritable guerre des paysans contre le pouvoir bolchevique. Le pouvoir était obligé d'utiliser non seulement l'armée, mais aussi les canons. Ordzhonikidze, représentant plénipotentiaire d'ici, le rapportait à Staline. Autrement dit, c'était de véritables combats. Et cette résistance était justement la raison d'organisation du Holodomor. Pour obliger les paysans indépendants à s'inscrire aux kolkhozes, l'État les écrase sous des impôts colossaux. Ceux qui intègrent les fermes collectives en sont exemptés. Наложили великий налог. Батько продав коня, заплатив цей налог, а через деякий час наложили ще більший налог. Ну і потім вони змушені були вже записатися до колгоспу. Тому що виїжджати з такою великою родиною, якщо не пішов до колгоспу, то висилали в Сибір, на Соловки, висилали всіма родинами. Ну як? Значить, залишилися, пішли до колгоспу. А тоді, як уже пішла ця викачка, хата в хату, я ж вам кажу, що геть і на дворі, у гную, де гній стояв, геть і там шукали цими палицями такі, шпички желізні були, геть і шукали. І забирають підвода, їде, квасоля, пшениця, жито. Ну, що було там у цих бідних людей? Все забирали. Все забирали. Оце називалося щуп. Оце ним шукали зерно, розвалювали комені, лежанки, у дворі ширяли ним і знаходили там, чи знаходили, чи не знаходили, це цим щупом, все з'їсне забирали. Не жаліли ні дітей, ні стариків. Оце був інструмент їхній. Виколачування останніх куска хліба. І отак. Брали і ширяв. Шукав. L'objectif du régime bolchevique est double. Les produits de la réquisition sont vendus à l'étranger et les devises reçues permettent d'acheter l'équipement et le savoir-faire nécessaire à l'industrialisation. Certains paysans font alors le choix d'intégrer les brigades d'activistes et se mettent à persécuter les autres agriculteurs. De cette manière, le pouvoir bolchevique obtient une stratification du village basée sur la peur de la répression.
En automne 1930, des miliciens arrivent dans les villages. Ce n'étaient plus de simples ouvriers, mais des membres du PC, habilités à arrêter et à déporter les paysans rebelles sans même les faire passer par un tribunal. Протистояння загострюється. З листопада 1930 року влада отримала дозвіл. L'affrontement se durcit et depuis novembre 1930, le pouvoir a l'autorisation de retirer les produits alimentaires pour la non-exécution des plans de collecte de blé. Штаб буксирних бригад. En 1931, on crée l'état-major pan-ukrainien des brigades de Bouksir. Селищні буксирні бригади, сільські. Chaque village a sa brigade, à laquelle s'ajoutent les responsables du parti et les activistes. On commence à prélever de manière massive les vivres de la population des campagnes ukrainiennes. У нас було 22 хати в селі. Була така Твердохліб Марія, вона десь із города. І наш тут, Карлець Семен Андрійович. Приходили, забирали все, і ще активісти були. Мама наварила, діжка була у нас обклеєна кистом, щоб вода не пробігала. Обідрала те кисто і зварила лемішку в чавуні. Вони прийшли в хату, вивернули той чавун, і все забрали. Було пів відра квасолю забрали, ми залишились пухлі. А це мій батько, Садовський Василь Митрович, будівничий комунізму. Колективізацією він займався розкуркуленням сімей. І дуже ми я не можу сказати, його жорстокість і не тільки до людей, і до своїх дітей. Люди не дуже добре обзиваються за нього, за його такі проділки. В нашому селі приїхала з села Табаївки сім'я, яку він розгромив і обідрав, і обікрав. Як було стидно нам це слухати, як ця жінка розказувала про нашого батька. Я ніколи не казала, що я дочка Садовського Василя Митровича. Я казала, що я дочка Садовського Івана Митровича, батькового брата, якого вважали доброю, порядною людиною. А чому батько мій пішов по такому путі, я не можу дати. Це великий стид. Стоїть моя мати під пістолетом. Я подаю цю фотографію, щоб показали всім, що робили партійні. За вогнем, а сусіда сидить ми за столом. Прийшли ці камнізами, як їх мати називала, забрали все збіжжя, навіть із клумачків, такі невеличкі в місто подушечок, дітям на печі клали. І відти висипали, і все забрали. Мама плакала, просила їх, умоляла, залишіть, щось дітям залишіть. Нічого не залишили, все забрали. Головне завдання для більшовиків. En quoi consistait l'objectif principal des bolcheviks? Ils ont créé l'Ukraine d'abord comme une Ukraine soviétique indépendante. Indépendante, bien évidemment, de manière fictive, en tant que république de l'URSS. Україна мала великі державні права, вона була надзвичайно небезпечна. Et c'est précisément parce que l'Ukraine avait d'importants droits en tant qu'État qu'elle était extrêmement dangereuse pour le pouvoir central de Moscou. Своїм потенціалом вона дорівнювала і економічним, і людським. Parce que c'était une grande république. Par son potentiel économique,
et humain, Крім того, elle égalait toutes les autres républiques nationales prises ensemble. і тому сепаратизм всередині України, En оскільки outre, Україна мала велике elle était à la державне frontière право, de l'Europe. він був дуже небезпечний C'est pourquoi для la tentation de тої l'Ukraine de se країни, séparer de Moscou якою керувала était très dangereuse pour le комуністична Parti communiste. Москві. І тому Dès lors, les répressions репресії, orientées contre l'Ukraine ont спрямовані été проти très dures. України були найбільш суворі. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir l'Ukraine dans l'ensemble soviétique. Il s'agissait aussi de transformer en profondeur la société. Il s'agissait de créer un homme nouveau dans une société nouvelle. Et là, l'Ukraine traditionnelle paraissait totalement étrangère, inassimilable. Et donc, à travers la famine, il s'agissait d'engager une nouvelle page de l'histoire. Staline, pour pouvoir créer sa propre intelligentsia, ouvrière et paysanne, doit d'abord détruire toute l'élite intellectuelle. Le programme d'élimination de la culture ukrainienne commence alors. En 1930, Staline en personne invente le grand procès de SVU, l'Union de libération de l'Ukraine. On prenait les traducteurs, les gens qui connaissaient 10-15 langues, on prenait les historiens, les philosophes, les gens avec un haut niveau universitaire. Le procès de SVU fut un échec cuisant. On a mis en prison environ 600 représentants de la meilleure intelligentsia, mais on n'a pas réussi à les condamner à mort. On a prononcé ces condamnations à mort 10 ans plus tard. Par la suite, on a aussi fusillé ceux qui avaient organisé ce procès. Les procureurs, les dirigeants du procès, les juges, tous ont été fusillés en 1937. La peur était inculquée aux gens. Si tu restes ukrainien, tu ne pourras pas survivre dans ce pays. La pression sur la population était si forte qu'elle était contrainte d'abandonner son identité ukrainienne. Seule une minorité des Ukrainiens a pu s'opposer à cette pression, à garder la langue ukrainienne dans sa vie quotidienne. La majorité de la population a accepté l'idée du pouvoir bolchevique, construire un peuple soviétique en s'appuyant sur les seules langues et cultures russes. Cette politique agressive contre la langue a détruit l'homme de l'intérieur. Il se produit ici, à mon sens, une chose terrible lorsque les Ukrainiens ont commencé à abandonner leur identité ukrainienne. C'est justement ce qui était recherché par l'Empire soviétique, que l'Ukrainien devienne une partie de ce grand empire russe et oublie qui il est et où est son âme. En fait, ils ont en grande mesure brisé, détruit les fondements de notre peuple, fondements sans lesquels notre culture ne peut pas se développer. О, Мона Ліза! Наступ проти української церкви – це частина наступу проти української інтелігенції. L'attaque contre l'Église ukrainienne fait partie de l'attaque menée contre l'élite ukrainienne. Car l'Église ukrainienne influençait de manière importante l'esprit des paysans et de l'intelligentsia. C'était une Église autocéphale, nationale. On peut donc dire que l'Église en tant que telle a été pratiquement entièrement détruite. Церкву розібрали, хреста зняли, поламали всю церкву, священника сільського не було, був дяк.
І такий ще каліка на ногу, його теж з моїм батьком репресірували. І ніхто не знає, на Соловки його завезли, і звідти він не вернувся. Ніякої тоді віри не було, ніхто не вірив ні в що. Глумили все святе, все священне. Всі ікони з хати викидали, щоб ніхто не держав, ніякого нічого. Почалося гоніння на церкву автокефальну, і у нас... Les répressions ont touché l'église autocéphale. Kharkiv en possédait plusieurs. La plus connue était l'église Saint-Nicolas. В ній служив архієрей Олександр Ярещенко. Son évêque, Alexander Yarechenko, a été déporté. En 1930, on a fait sauter cette église. Au total, dans toute l'Ukraine, plus de 10 000 prêtres de l'église ukrainienne autocéphale ont été déportés. Son métropolite, Litkivski, a été fusillé. У селах майже ніде їх не руйнували до фундаменту. Les églises étaient démolies, leurs cloches enlevées et envoyées pour être refondues et en faire des machines-outils pour l'industrie. На верстати, на інше обладнання, на заводи. Dans les villages, on n'a plus la force d'enterrer les morts au cimetière. On creuse des trous et on y jette pêle-mêle les cadavres. Ici, dans les fosses communes de Sobolivka, reposent plus de 3000 personnes, soit le quart du village. Мама, очевидно, вже не могла вилізти ні на ліжко, ні на топчан, а кинула якесь рядно і кожушину і лягла на землю. І лягла, і лежала. А ми ще із сестрою, і старшим братом ще виходили на двір. На Міжгір'ї такий бур'ян, молочай, із родини Молочаєвих. От ми його на листочки ті обірвемо, і це жуєм цей молочай. І тоді вже ледве йдеш додому, животи такі великі, ноги ледве там тими ногами пересуваєшся. Прийдемо ще, і вже декілька разів так вилазили ще на двір, а тоді вже не могли і на двір ходити, лягли там рядом коло мами і лежали. La collectivisation avait entraîné une famine sur tout le territoire soviétique. Mais en 1932, en Ukraine, les événements prennent un chemin différent de celui des autres républiques. Cette année s'avère cruciale. Staline envoie deux commissions, l'une sous la direction de Molotov en Ukraine et l'autre sous la direction de Kaganovitch. C'est à partir de ce moment-là que les gens commencent à mourir de faim massivement. C'est ainsi que débute le génocide. Та й мамо, іди, бо Мітя вмер. Ой, мама каже, Боже, до цих там люди, що стоять, Божечко, за що ж я його буду ховати? Та й прийшла додому, ні вбрати, нічого нема, і ще й дощі йдуть. А в мене сама кожа, та кістками обтягнути, нема ні живота, нічого. Так, я знаю, це голодував я.
А бабушка тож приїхала з Ростова. Вбила кішку, одна була кішка, і ту вбила. А я побачив, як вона обдирала там коло яблуні. Та й зварила. Ну я не бачив, як вона варила. А як відкрила, то ж каструлю ту. А там голова з кішки. Я як гляну, як почало то ж плакати. А вона заставляє, каже, їж, а то вмреш. Une lettre de Staline, écrite à Kaganovitch le 11 août 1932, permet de comprendre la série de lois qui va suivre pendant cet automne. Ce document, découvert par Olev Klevniuk, est publié en Russie pour la première fois en 2000. Staline y écrit « Si nous ne nous mettons pas à corriger la situation en Ukraine, nous pouvons la perdre. Il faut se poser pour but, au plus court terme, de transformer l'Ukraine en une vraie forteresse de l'URSS, en une vraie république exemplaire. Ne pas ménager d'argent pour cela. » Pourquoi perdre l'Ukraine? Parce que au moment où sont décidées ces livraisons obligatoires en juillet 1932 de céréales par Moscou, les responsables du parti à tous les niveaux se rendent compte que remplir le plan, c'est condamner les paysans, au fond, à la famine. Pour la première fois dans l'histoire du parti, il y a une opposition massive de la part des cadres et des dirigeants et même des cadres moyens du parti à ces plans de livraison obligatoire qui condamnent les paysans ukrainiens à la famine. On le sait parce que début juillet 1932 se réunit à Kharkov un plénum du parti ukrainien au cours duquel la majorité des délégués refuse le plan de collecte de Moscou. Alors, Staline a dépêché Molotov et Kaganovitch à ce plénum qui, par des mesures d'intimidation, finalement arrivent à renverser un peu la situation, au sens où, finalement, l'Assemblée accepte le plan de livraison de près de 6 millions de tonnes de céréales pour l'année 32. Staline craint la conjonction de l'opposition paysanne et d'une opposition au sein même du parti ukrainien. Et ceci explique justement que la question ukrainienne devient un point de fixation, de crispation. Le comité central exécutif de l'URSS promulgue un arrêté le 7 août 1932. C'est la loi dite des 5 épis. Elle s'applique sur l'ensemble du territoire soviétique pour toute personne qui se rend coupable de dilapidation de la propriété socialiste. Cette loi permet de condamner à 10 ans de camp ou à la peine de mort toute personne arrêtée pour avoir ramassé dans les champs quelques épis de blé ou de seigle. Ainsi, 25 000 personnes ont été condamnées d'août 1932 à décembre 1933, dont 5 400 à la peine capitale. Мені вже було 13. Піду я у жито та й на колосків. Пішла, тільки залізла в то жито, може, штук 10 тих колосків вирвала. Так опере. Чую, сторож на мене напав, схопив мене за шию і товче донизу. Я кричу: дядьку Сидоре, що ви робите? А таку твою мать, куркуля, до мене каже. Ще осталося щеня куркульське. І він мене кинув, взяв за рукав і волік вздовж дорогою до контори. То я всенький бік таку була порвала.
Devant vous, les documents des archives d'État de la région de Vinnytsia, datés de 1932-1933. Ces documents portent la marque Top secret. Ça, c'est le rapport du procureur Tchernin de la région de Vinnytsia, qui l'adresse au Parti communiste de la région. Le tribunal a condamné à la peine capitale et à être fusillé le paysan Kouchnir parce qu'il a commis un vol de seigle vert. Molotov a fait voter 2 documents importants. L'arrêté du comité central du Parti communiste d'Ukraine, le 18 novembre 1932, et l'autre, l'arrêté du Conseil des commissaires du peuple d'Ukraine, le 20 novembre, sous le titre « Stockage des réserves de blé en Ukraine ». Ces 2 arrêtés sont devenus de vrais verdicts de peine de mort pour des millions de paysans ukrainiens. La collectivisation était officiellement terminée depuis la fin de l'année 1931. Mais les lois confirment que l'on veut aller plus loin que la collectivisation. C'est en pleine connaissance de cause que ces lois sont votées. Elles rendent encore plus vulnérable une population déjà largement affamée. Nous voyons que les intitulés de documents sont neutres. Déroulement de la campagne de collecte de blé. Mais lorsque nous regardons en détail les documents, nous voyons qu'au cours de cette campagne de collecte, on prélevait non seulement les pommes de terre, mais aussi les haricots, les betteraves, les carottes. En fait, tout ce qu'on pouvait prendre. C'est précisément cette confiscation, non pas au fond uniquement des céréales, des grains, mais de l'ensemble de la nourriture qui signe l'arrêt de mort de centaines de milliers puis de millions de paysans puisqu'on leur prend tout. Les paysans, expropriés et dépossédés de leurs biens, fuient leur village. Ils essaient de rejoindre les villes pour échapper à la répression. À Kharkiv, de nombreux enfants errent dans les rues, des orphelins ou des fils et filles de paysans envoyés à la ville dans l'espoir de survivre. Vessiel se retrouve parmi eux. Il est alors pris dans la rue par une brigade et envoyé dans un orphelinat de la ville. Un véritable mouroir. Impossible de connaître le nombre de décès d'enfants liés à la famine. En septembre 1933, 2/3 des élèves ukrainiens manquent à l'appel dans les écoles d'État. Особливо багато було трупів, коли їдеш по Московському проспекту, то там почти не вбирали. Коли на трамваї ми їхали, то ми бачили багато трупів, які там по праву і по ліву сторону лежали. В основному це ті люди, які приїхали із села сюди в город і не знаходили собі їжі. А на вокзалі там завжди вся Майдан цей привокзальний повністю був забитий цими пухлими людьми, які приїжджали поїздами до Харкова, щоб спастися і так далі. І в основному це із села були люди. Les mères perdaient la raison parce qu'elles n'avaient rien à donner à manger aux enfants. Cette mortalité infantile est une des pages les plus tragiques de cette période. Elle était si importante qu'elle s'est répercutée sur plusieurs générations d'Ukrainiens. Ось от сидить дитина в школі, і воно там і застигло за партою.
Воно вже не може йти додому, воно висохло вже на патик, його вже спати витягають, і воно вивели на коридор, положили, і воно вже там кончається. А тоді вже з того класу виводили, накидають купу цих бідних дітей. А тоді вже беруть, шукають підводи та й везуть їх уже на цвинтар. Оце таке було. Страшний суд був, страшний суд дуже був, страшний суд. Une méthode a été introduite, dite des tableaux noirs. Quand on inscrivait le kolkhoz sur le tableau noir, cela voulait dire qu'on l'enfermait, qu'on ne pouvait ni y entrer, ni en sortir, que tous ces magasins étaient fermés et qu'il était interdit d'utiliser la banque. Un arrêté est promulgué en janvier 1933 sur décision de Staline. Il s'agit du blocus par les troupes du NKVD des villages de la liste noire et des frontières de l'Ukraine soviétique et du Kouban. Le NKVD met des barrages sur tous les chemins de terre et autour des stations de chemin de fer. La vente de titres de transport est interdite aux paysans. 250 000 personnes sont arrêtées et ramenées dans les villages durant le seul mois qui suit cette mesure de Staline. On a tous les éléments qui prouvent que les dirigeants étaient évidemment au courant et les signatures autographes de Staline sur un certain nombre de documents, et notamment sa circulaire du 22 janvier 1933 ordonnant le blocus des villages affamés, est la preuve évidemment de l'intention d'utiliser cette arme de la faim. Staline savait très bien qu'il n'y avait plus de graines à récupérer. Ceci prouve que c'était une préméditation, que ces faits étaient exécutés sciemment pour prendre aux gens toute la nourriture qu'ils possédaient pour qu'ils meurent de faim. Je vous donne encore un argument de cette préméditation. L'État ne prêtait aucune attention à la famine. Il aurait été possible de prendre le blé mis de côté dans les réserves. Il était également possible de ne pas vendre le blé. Il a été calculé que ce blé, stocké et vendu à l'export, aurait entièrement suffi à empêcher les gens de mourir. Mais ceci n'a pas été fait. C'est pour cela que je considère que cela a été fait intentionnellement. Ils auraient pu l'éviter, mais ils ne l'ont pas fait. Parallèlement à ceci, on assiste à des répressions politiques massives. Et si on considère le tout, les morts de faim et les morts de répression politique, on aboutit à la définition du génocide. Staline était plutôt sociopathe que psychopathe. Le sociopathe, par exemple, aspire à détenir un pouvoir illimité, à se sentir au centre de l'univers, à être tout-puissant, tel le bon Dieu, pour pouvoir dire à l'histoire de prendre telle ou telle direction. On a, dans ce cas-là, affaire à une maladie sociale, si vraiment on peut employer ce terme. Si en plus une telle personne dispose d'un appareil gouvernemental soumis à sa volonté et sait manipuler les gens, cette personne-là est extrêmement dangereuse, beaucoup plus dangereuse que le psychopathe. Staline s'y connaissait à merveille en psychologie humaine.
et s'en servait pour jouer sur les faiblesses des gens. Staline, en sa personne, incarnait le désir maladif de pouvoir absolu. Il aimait le pouvoir de façon pathologique. А через хату в нас жила жінка і ходила беременна. Моя мама за нею наблюдала, що ж вона, щоб їй допомогти при цих родах, вона вже була на родах. То пішла рано, то бачить, що коло печі сміттячко і в печі казан стоїть. Вона ту дитинку привела і зварила, вже й з'їла. Каже мамі, що вже нема, я вже його й з'їла. Оце я такий один случай знаю. Батько мій пішов до куми, а вона зарізала свою дитину, кума, і накормила батька м'ясом із дитини з цієї. Батько попоїв м'яса, і, а хто їв м'ясо людське, то той не виживав, значить помирав. От батько, і мати каже, а чого ж ти мені, Юхим, не приніс м'яса? А батько каже, Оляно, гляди дітей. І батько не видержав, батько помер у мене на очах з голоду. Я кричав, батьку, не вмирайте, мати Линди принесе. А батько на очах в мене помер з голоду. А я малий був 7 років, я дуже кричав, батько, не вмирайте. Il n'est pas rare que des cas de cannibalisme soient signalés lors des famines. Ce fut le cas en Ukraine, où la population se trouva à la fois victime et bourreau. Cette situation révèle la profondeur de ce désastre humanitaire qui laisse encore aujourd'hui beaucoup de traces dans les consciences et qui mène à une crise morale, une crise des représentations. Les bras manquent pour ramasser les corps des paysans décédés. Les cadavres peuvent rester plusieurs jours dans les maisons. Le lieu où les chariots venaient décharger leur cargaison mortuaire est resté gravé dans la mémoire de Vassiel. Це місце, де тут виходили підводи і сюди в яр викидали трупи. Оце тут якраз внизу там яр, а нижче там ріка Немишля протікає, річушка маленька. А цей яр викидали ці трупи, які тут привозили звідти і звідси підводи сюди підходили, викидали трупи. 2 чоловіки було живих, які вилізли, і ми допомогли їм вилізти і відвезли сюди бараки, де проживали ці робітники на кагатах. Чи ви знаєте, скільки було приблизно мешканців у 32-му році в Соболівці? Важко сказати, тому що достовірних джерел не збереглося. Всі архівні документи, які свідчать про той час, вони або знищені, або втрачені, або вивезені безповоротно. Документів таких немає по одній єдиній причині. Це зло, цей злочин потрібно було заховати. Що було зроблено? Il est très difficile d'évaluer avec précision le nombre des victimes. La plupart des spécialistes évoquent entre 5 millions et 7 millions le nombre des victimes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de victimes c'est compté par millions. Il faut comprendre en effet que pour beaucoup d'Ukrainiens, ce n'est pas seulement ce drame qui est source de souffrance, c'est aussi la négation prolongée de ce drame. Aucun journaliste ne pouvait circuler en Ukraine. Certains l'ont fait au péril de leur vie, comme Gareth Jones, certainement assassiné par le NKVD en 1935. Ce journaliste britannique, indépendant, décrit la famine le 29 mars 1933 dans le New York Evening Post.
2 jours plus tard, le New York Times publie un démenti de Walter Duranty, un journaliste américain qui servait les intérêts des USA tout en étant à la solde de Staline. Il y avait beaucoup de documents dans divers pays qui démontraient que l'Ukraine souffrait d'une effroyable famine. Mais les gouvernements n'y prêtaient pas attention. Pourquoi ? Tout le monde avait peur d'Hitler. En 1932-1933, on avait peur de lui, et toute la communauté européenne pensait que Staline était une planche de salut contre Hitler. En 1933, au point culminant de la famine, les USA reconnaissent l'URSS. Et en 1934, l'URSS intègre la Ligue des Nations, alors même que l'Allemagne et l'Italie ont été exclues. En somme, ce sont les bouleversements de la géopolitique mondiale de l'époque qui ont conduit les Occidentaux à fermer les yeux sur les événements en Ukraine. De plus, un grand nombre de représentants et de responsables de pays étrangers étaient satisfaits de la politique économique de Staline, en particulier des exportations de l'État bolchevique. L'étranger ne recevait pas uniquement des millions de tonnes de blé, mais aussi des aliments comme le poisson, les noix, le miel. Nous avons des documents de 1933 qui prouvent les exportations de vivres à cette époque. En somme, les pays étrangers ne pouvaient qu'être satisfaits car ils recevaient une production très bon marché. Réciproquement, l'URSS qui veut s'industrialiser représente un vaste marché potentiel pour les Occidentaux. De plus, une sympathie de certains intellectuels ou hommes politiques existe à l'égard du régime soviétique. Édouard Herriot, ancien président du Conseil de l'État français, est reçu en Ukraine en août 1933. Le GPU, la police secrète soviétique, le guide durant tout son séjour. J'ai parlé avec un vieux qui avait travaillé au studio de Kiev en tant que maquilleur. Il m'a dit que tout ce qui a été montré à Herriot provenait du travail du studio de Kiev. On a réuni les acteurs, les figurants, on les a habillés en paysans, maquillés, et on les a envoyés au village où devait se rendre Herriot. On a dressé les tables avec de la vraie et de la fausse nourriture. Herriot arrive, il voit que tout le monde s'amuse et festoie. Herriot se rend au village voisin, et pendant ce temps, tous les figurants et accessoires y sont conduits, à l'avance, et on recommence à dresser les tables. Herriot arrive et voit de nouveau que tout va bien. Après, tous ces acteurs du studio de Kiev ont été fusillés pour qu'ils ne racontent rien. C'est ça l'horreur. Я перший раз зрозумів, що таке Голодомор, іменно в 91-му році, іменно тоді, коли задав запитання своїй бабусі. Де наші рідні? Моя бабуся сказала слідуюче. Всі наші родичі, Міша, отам в тих кагатах. Молодь, вона не може зрозуміти, як так. У мене 2 дорослих сини, і вони не розуміють, як так тоді могло бути. Вони знають, що таке було, але зрозуміти це їм неможливо. Вони не можуть зрозуміти, як так відбулося на Україні. Нас вибили, нас витравили. Вміння знати своє минуле. Сталін, на превеликий жаль, домігся свого. Він знищив в українському селі ініціативу, знищив волю, знищив свободу, знищив той козацький дух, який з покоління в покоління передавався. Осталися тільки паростки. І ми з ненавистю, особисто я свої 53 роки, я не говорю, що я з ненавистю ставлюся до тих, хто нищив. En 1932,
1933 en Ukraine, il n'y avait ni guerre civile. Il y avait une attaque de l'État contre la société paysanne. Et donc, on peut dire que cette utilisation de l'arme de la faim sur une société en temps de paix était une première à ce moment-là. Les conséquences de la famine sont véritablement terribles. Les gens ne se sont toujours pas débarrassés de la peur devant l'État. Cela se transmet de génération en génération. Et c'est justement dans l'est de l'Ukraine, où la famine a été la plus importante, que cette peur est toujours présente. Pour se libérer de cette peur, il faudrait donner à ces crimes leur qualification juridique et appeler les auteurs de ces crimes par leur nom, des criminels.